RMC After Marseille, Karine Galli. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Marseille. Regardez, les images, ce sont les images du premier entraînement d'Habib Beye, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un rêve qui se réalise pour l'ancien défenseur de l'OM. On va en parler évidemment parce que la semaine a été extrêmement chaude, extrêmement dense du côté de Marseille. Rémi Dumont est là, tout va bien Rémi ? Salut Karine, ça va et toi ? Très bien. Et notre chef du service des sports de la Provence, Alexandre Jacquin. Quel courage Alexandre, parce que ça n'arrête jamais et la pression est évidemment énorme. Tout va bien ? Ça va. Salut Karine, salut Rémi. On survit. On survit. On a évidemment un grand plaisir à lire à chaque fois les papiers de la Provence et notamment tes billets. On reviendra sur l'OMC Dallas, un de tes excellents billets, parce que cette semaine a été extrêmement chargée. On va parler évidemment d'Habib Beye, qui est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il s'est engagé jusqu'en 2027. On va parler de Mehdi Benassia. C'était le directeur du football démissionnaire qui se retrouve être l'homme fort suite aux décisions du boss américain McCourt. Et puis le grand perdant dans tout ça, c'est effectivement Longoria, qui est toujours président de l'Olympique de Marseille, mais a priori ses jours sont comptés. On va parler d'Habib Beye. On l'attendait, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de rebondissements. Maintenant, la réalité, c'est que l'ancien défenseur de l'OM de 2003 à 2007 a réalisé son rêve, celui d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il a donc été aujourd'hui présenté à la presse. Il a fait également son premier entraînement. Une nouvelle ère s'ouvre avec Habib Beye, Rémi. Une de plus à l'Olympique de Marseille cette saison, en tout cas sur ces dernières saisons. On va revenir notamment sur le parcours de Habib Beye, qui a commencé sa carrière d'entraîneur il y a un certain temps, mine de rien, mais s'il avait d'abord commencé en tant qu'adjoint au Red Star, il est numéro 1 au Red Star de 2021 à 2024. Il va ensuite aller à Rennes. Avec le Red Star, il aura remporté le championnat national en 2024. Il va ensuite aller à Rennes en janvier 2025 pour redresser la barre, chose qu'il fera parce que Rennes était quasiment relégable. Il s'en va en janvier 2026 lorsque Rennes est 6e. Et depuis, donc hier soir, ça a été officialisé hier soir, il est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille pour un contrat courant jusqu'en juin 2027 avec pour objectif évidemment de terminer sur le podium de la Ligue 1 pour une place directement qualificative en Ligue des Champions et une victoire en Coupe de France qui manque tant à l'Olympique de Marseille depuis 1989. Alexandre, une première réaction. C'est vrai qu'il était attendu lorsque finalement De Zerbi et l'OM ont décidé de se séparer. Et puis, lorsqu'il y a eu cette démission, on s'est dit que peut-être ça ne serait plus Habib Beye parce que c'était le choix de Benassia. On reviendra sur le changement et le retour finalement de Benassia. Il n'a pas démissionné officiellement, donc il est resté à son poste. Il a même été renforcé. Et Habib devient bien donc le nouvel entraîneur de l'OM. Comment tu perçois ce choix ? Et on va parler aussi notamment des critiques nombreuses qu'il reçoit alors qu'il n'a même pas commencé et qu'on rappelle qu'il était quand même 6e de Ligue 1 lorsqu'il a été débarqué de Rennes, donc c'était absolument pas un échec au niveau du Stade Rennais. Non, moi alors déjà voilà, alors beaucoup de supporters nous disent que la Provence est très dure. Sur ce coup-là, je pense que je vais pas être dur du tout, parce qu'il y a un énorme procès d'intention qui est fait à Habib Beye. Il y a des préjugés, je les comprends pas, parce que il faut quand même que les gens se souviennent qu'il y a 2 ans, Jean-Louis Gasset sortait d'un match où le Côte d'Ivoire avait perdu 4-0 en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Il était parti en plein milieu de la compétition. Il y avait eu des jets de pierre. C'était n'importe quoi. Et il était arrivé à Marseille dans un état que les gens présentaient comme atteint psychologiquement. Comment il va faire ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi ? Et l'OM il a redressé l'OM en 3 mois. Il a fait l'unanimité pendant 3 mois. Donc aujourd'hui, on a un entraîneur qui arrive de Rennes. Certes, la fin à Rennes a été un peu douloureuse. Son parcours à Rennes n'est pas un échec, comme tu l'as dit. Et je trouve que les gens sont durs. Et je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est que c'est une méconnaissance aussi de l'histoire de l'OM, parce que quand on regarde un peu les noms des entraîneurs qui ont réussi, alors évidemment Didier Deschamps était connu, est arrivé, il a réussi, mais il y a des entraîneurs comme ça qui sont arrivés. Il y avait un petit scepticisme quand ils ont signé, notamment je vais citer Eric Guéret, je peux citer Igor Tudor qui a quand même réussi, je peux citer Eli Bob quand même,
quand il est arrivé, tout le monde s'est dit mais pourquoi Eli Bopp? Et au final, la saison 2012-2013, il ramène l'OM en Ligue des Champions et l'OM termine deuxième avec un effectif quand même qui est quand même pas exceptionnel. On peut aussi citer évidemment Gérard Gilly, parce qu'en 1988, quand il arrive, quand il remplace Gérard Banide, tout le monde se dit mais pourquoi Gérard Gilly vient de chez les jeunes? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que font Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernès? Eh ben non, ils ont eu le courage de mettre un entraîneur comme ça à la tête de l'OM, et l'OM fait le doublé et remporte la Coupe de France. Donc je vais défendre sur ce coup-là, je vais défendre Habib Beye parce que je trouve que les gens sont durs. Il faut juger les acteurs sur leurs résultats, et pour l'instant on va attendre quoi. Ça va être très très dur pour l'OM de redresser la barre. Il y a un match déjà demain à Brest, et puis il y a surtout un match contre Lyon la semaine prochaine et un quart de finale de Coupe de France dans 10 jours. Donc je trouve que les gens sont durs et il faut lui laisser le temps de pouvoir le juger sur ce qu'il va prouver à l'OM. Et c'est notamment pour ça qu'on est très heureux de t'avoir comme invité, Alexandre, parce qu'on sait que malheureusement à la Provence vous êtes aussi très critiqué, mais vous êtes juste objectif et vous rappelez les faits. Vous n'êtes pas supporter, et donc là en l'occurrence, fait juste vous essayez de faire votre métier, voilà, et c'est pas toujours facile, notamment dans le sud. Et tu rappelles effectivement avec des exemples concrets qu'il y a des hommes qui sont arrivés à Marseille qui n'avaient pas un nom, qui n'avaient pas de palmarès et qui ont réussi. Donc Habib Beye, on lui souhaite évidemment bonne chance, et surtout c'est le rêve d'une vie qui se réalise. Et ça, c'est aussi quand même un clin d'œil assez sympa. Rémi, on le sait, Habib Beye, il connaît parfaitement le contexte marseillais. Il a déjà eu des mots très justes envers les journalistes. Présentation réussie, on peut le dire ce jeudi. Ouais, parce que Habib Beye est un très bon communicant. Il a réalisé sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il a su trouver déjà les bons mots pour qualifier la santé, on va dire, de ses joueurs de l'Olympique de Marseille. Il est critique le concernant en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Oui, prêt, parce que je ne considère pas que l'équipe soit malade. Il y a des dynamiques parfois qui sont un petit peu plus négatives. Dans mon précédent club, je suis arrivé dans une dynamique très négative et nous avons réussi à changer les choses. Je pars du principe qu'ici, il y a une grande volonté de travail de la part de toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Et encore une fois, je l'ai dit, je suis allé chercher l'expérience dans une division inférieure, ensuite en Ligue 1, et aujourd'hui, j'estime que c'est encore un step dans ma carrière qu'il va falloir que j'assume, mais j'ai aucun problème avec ça, dans le sens où quand vous vivez des événements dans votre vie, vous vous préparez à ça. Et si je n'étais pas prêt à ça, je ne serais pas venu aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Donc je considère qu'aujourd'hui, j'ai un travail à réaliser avec des objectifs qui sont élevés. Cette pression-là, il faut savoir l'accepter et l'endosser, surtout lorsque vous êtes à l'Olympique de Marseille. Donc je n'ai pas de souci avec cette logique-là. Alex, Habib, c'était un défenseur marseillais qui a même eu le bonheur d'être capitaine de l'Olympique de Marseille. Ça fait des années qu'il le dit, je rêve d'être entraîneur de l'OM, ça y est. Et finalement, il y a aussi un délit par rapport à son passé. Il a été un consultant qui disait les choses. C'est quand même ce qu'on demande aussi à un consultant. Ça aussi, finalement, ça lui a porté un petit peu préjudice. Le fait qu'il soit ambitieux, le fait qu'il ose, mais c'est aussi le travail d'un entraîneur, faire des choix et mettre des cadres de côté parce qu'il n'allait pas dans le sens du collectif à ses yeux. C'est ce qu'on demande aussi à un entraîneur. Et tout ça, pourtant, ça a été aussi critiqué par certains. Et là, avant qu'il arrive aussi à l'Olympique de Marseille, il y avait quand même une campagne de dénigrement, notamment dans les médias et les réseaux sociaux. Même si les réseaux sociaux, c'est pas la vie, il s'en est pris plein la poire. Oui, c'est pour ça que je disais que je trouvais les gens assez durs, parce que il faut dissocier les problèmes que connaît l'OM cette saison et l'arrivée d'Habib Beye qui n'y est absolument pour rien, quoi. Donc je trouvais ça assez dur. Il est ambitieux, mais il est quand même allé apprendre le métier en étant au départ adjoint dans un club national au Red Star, puis en étant entraîneur en chef. Donc il est ambitieux, mais il est parti de bas. Quand on veut être entraîneur de football en Ligue 1, en France, en Europe, heureusement qu'il y a encore eux qui sont ambitieux, parce que s'il vient à l'OM et qu'il ne l'est pas, ce serait assez catastrophique. Après, il arrive dans un contexte différent de celui de Rennes. Il arrive dans une ville où on laisse pas de temps aux gens, où tout est renversé au bout de trois défaites d'affilée. Il va falloir qu'ils comprennent que cette équipe, elle tournait vraiment autour de Mason Greenwood, et qui est en fait la clé. L'idée, c'est faire bien jouer Greenwood. Ça va conditionner la fin de saison, je le pense. Mais je pense qu'Habib Beye est quand même quelqu'un de très très intelligent, très très mature, très très malin.
et expérimenté par rapport au contexte marseillais, parce qu'il l'a connu lui, il a connu des gens qui ont très bien dirigé le club comme Pape Diouf, il l'a dit, il sait ce que c'est les supporters de Marseille, il sait ce que c'est la pression, et il peut aussi l'expliquer à ses joueurs qui eux forcément sont touchés psychologiquement par ce qui s'est passé ces derniers jours et ces dernières semaines, qui se demandent qui est le patron aujourd'hui à l'OM, qui ne comprennent pas un président qui est encore président mais qui n'est plus là et qui négocie pour partir parce qu'on lui a dit qu'il était président mais qu'il n'a plus de rôle, un directeur du football qui parle le dimanche pour mieux revenir le mardi mais dont on dit qu'il va repartir quand même au mois de juin, mais comme il l'a dit le dimanche qu'il partait et que le mardi il est revenu, on peut se poser des questions sur sa réelle intention de vraiment partir au mois de juin. Un actionnaire qui vient mettre de l'ordre, mais bon, il a mis de l'ordre, mais en fait, on ne sait plus qui dirige ce club. Donc ça, c'est à mettre à part. Il y a un entraîneur, c'est Habib Beye. Lui, il arrive, il a un objectif sur la fin de saison qui est de qualifier l'OM en Ligue des Champions parce que c'est vital économiquement pour l'avenir du club, l'avenir des salariés. Parce que sinon, Franck McCourt devra remettre la main au porte-monnaie et il ne veut pas le faire. Donc c'est ça la réalité du quotidien de l'OM aujourd'hui, c'est ça. C'est vrai que dans ce brouillard, c'est la seule éclaircie. Il y a un entraîneur à l'Olympique de Marseille et effectivement, Habib Beye, il a essayé de calmer un petit peu les choses. Ouais, parce qu'il connaît très bien le contexte marseillais et comme le disait Alex, il l'a évoqué cet après-midi en conférence de presse en faisant notamment référence à Pape Diouf. Je me souviens de quelqu'un qui m'est très cher et pour qui j'ai eu une pensée hier lors de ma signature, c'est quelqu'un que je considérais comme mon père spirituel, Pape Diouf, qui était le président de l'Olympique de Marseille, que vous connaissez tous, et qui m'avait toujours dit, tu sais Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois il faut le laisser brûler parce qu'il s'éteint tout seul. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'est ce club. Il vous amène dans des émotions immenses, mais de temps en temps, il faut être capable, face à cette émotion-là, de rester froid et de rester calme et serein. Après, c'est lié à chaque profil, chaque personne. Et je suis quelqu'un d'assez calme. Par le moment, je peux être volcanique dans l'entraînement, volcanique aussi sur le terrain. Mais je crois que c'est lié aux émotions que vous vivez aussi avec votre équipe. Et je ne pense pas qu'il y ait un prototype d'entraîneur type à travers les émotions aujourd'hui pour faire en sorte que cette équipe et le club soient performants. Bien sûr qu'en ce moment, ce qui est important, c'est d'apaiser le contexte. Et ce que j'ai dit aux joueurs tout à l'heure en les voyant, c'est justement qu'on allait travailler ensemble de façon à être dans la même direction. Et c'est ce qui va faire aujourd'hui qu'ils vont se sentir en sécurité pour évoluer, peut-être moins sous pression que ce qu'ils vivent actuellement. Maintenant, moi, je dois aussi sentir le pouls de cette équipe. Et forcément, avec un entraînement, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais le plus important, c'est que nous, on soit très serein, très posé. Et je pense que dans ce qu'on a défini avec le propriétaire et Mehdi dans notre discussion, c'est justement apaiser ce contexte, mais qui restera volcanique quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas changer l'état d'esprit de ce club et c'est ce qui aussi en fait la beauté, quoi, tout simplement. Habib Beye qui connaît parfaitement l'Olympique de Marseille, le contexte, qui est retourné chez lui finalement, parce que de toute façon il habitait effectivement du côté de Aix-en-Provence. On parle de la semaine mouvementée du côté de l'Olympique de Marseille avec donc le nouvel homme fort au niveau du terrain, c'est Habib Beye, avec le démissionnaire qui finalement est renforcé, Mehdi Benassia, et le grand perdant de ce fiasco qui est donc Longoria, qui va bientôt quitter son poste de président avec Rémi Dumont et Alex Jacquin. L'After Marseille avec Rémi Dumont et Alexandre Jacquin, le responsable du service des sports de la Provence. On vient d'entendre Habib Beye, c'est le nouvel homme fort de l'Olympique de Marseille. Il a été intronisé entraîneur de l'OM jusqu'en juin 2027. Son premier match, ça sera demain pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 à Brest, face à un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Éric Roy, sur le banc brestois. Habib, il a été malin, il a eu les mots justes. Habib Beye, dans sa présentation, il parle de Pape Diouf, c'est évidemment un président qui a marqué l'histoire de l'OM, qui a réussi. Il parle aussi du contexte volcanique. C'est une première qui est réussie. Maintenant, il faudra voir aussi ce qu'il va faire demain. Et il va falloir aussi parler de ses choix, parce que on avait vu des choix d'Abardonado lors du match face au Strasbourg de Gary O'Neill, et ça avait fait 2 buts partout. Là, il va y avoir aussi des choix d'hommes à faire demain soir. Oui, après... avoir aussi la manière dont... Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effectif, il a été construit
pour jouer d'une certaine façon pour Roberto De Zerbi. Et je pense pas que la manière dont Habib Beye jouait à Rennes convienne à ces joueurs-là. Donc en fait, il va falloir voir comment il s'adapte, parce qu'il joue beaucoup à 3 à Rennes. Alors l'OM a beaucoup joué à 3 aussi, mais le milieu de terrain est un peu différent. Et encore une fois, je le redis, il y a surtout l'objectif de faire bien jouer Mason Greenwood, qui avait quand même une relation un peu paternelle avec Roberto De Zerbi, qui l'a très très bien géré pendant 1 an et demi. Donc il va falloir bien gérer ce cas-là. Après, quand Mason Greenwood a envie de jouer, il peut gagner un match à lui tout seul. Et comme il est il a un niveau stratosphérique en ce moment, malgré la crise, malgré tout ce qui se passe. Moi, sportivement, tout est encore jouable pour l'OM, quoi. C'est juste qu'en coulisses, ils se sont encore tiré une balle dans le pied, comme ils savent si bien le faire, comme ils l'ont fait l'été dernier avec l'affaire Rabiot. Donc la balle est dans le camp d'Habib Beye. C'est à lui de bien faire jouer les joueurs. C'est aussi à lui de regarder qui est en état psychologiquement de vouloir aller chercher des objectifs parce qu'il a envie de se dépasser pour l'OM, parce qu'il y a aussi des joueurs qui sont prêtés, dont on sait que peut-être ils savent très bien qu'ils rentreront dans leur club en fin de saison ou qu'ils seront transférés. Ceux-là, peut-être il va falloir avoir le courage de les mettre de côté, quand bien même ils ont des statuts. Voilà, donc on va voir. Franchement, la période de vérité, ce sont les 10 prochains jours, parce qu'en fait, le match de Lyon la semaine prochaine est hyper important, et le match contre Toulouse au Vélodrome 4 jours après en Coupe de France est hyper important aussi. S'il rate ces deux marches-là, ça va être compliqué pour la suite. Si l'OM franchit ses étapes et gagne contre Lyon et se qualifie contre Toulouse, là tout est relancé et la ville va recommencer à s'enflammer, et Beye sera le nouveau héros. Donc c'est un peu, c'est ça tout le paradoxe de Marseille en fait. Avant qu'il soit le nouvel héros, demain il devra faire une compo, et Rémi Dumont s'est mis dans les pattes d'Habib Beye, parce qu'effectivement Habib c'était un 3-5-2 avec Rennes et il n'a jamais dérogé quasiment à ce système depuis qu'il était au Stade Rennais. Qu'est-ce que ça pourrait donner demain, le système d'Habib Beye à Rennes version Marseille? Alors en 3-5-2 avec les joueurs plus ou moins aptes à jouer, puisque ce ne sera pas le cas de Balerdi, on partirait potentiellement sur une défense donc à 3 avec Pavard à droite, Aguerd dans l'axe et Medina axe gauche, un milieu de terrain donc avec Emerson et Weah en tant que piston sur les côtés, Abdelli Timber et Højbjerg plus on va dire en sentinelle, numéro 6, et donc une attaque Gouiri Greenwood, où justement là, et je fais appel à toi Alex, sur la position de Greenwood, c'est pas forcément sa position préférentielle, mais c'est peut-être celle qui pourra lui offrir plus de liberté en tournant autour de Gouiri. Ça c'est évidemment si Habib Beye vient à jouer dans son système préférentiel de 3-5-2, mais voilà, il a aussi dit en conférence de presse qu'il essayerait de s'adapter au travail qui a été fait et à l'excellent travail qui a été fait avant lui, notamment par Pancho Abardonado. Voilà ce que ça pourrait donner si on se fie au système d'Habib Beye. Après, oui, Greenwood, c'est pas sa position préférentielle, mais enfin, il est tellement fort qu'il peut jouer là en tournant autour de Gouiri. Après, moi, je persiste à penser depuis le début de saison que cet effectif-là, il est construit aussi pour jouer en 4-2-3-1, quoi, ouais. Avec Texao à la gauche et Greenwood à droite, avec Nwaneri qui peut jouer d'un côté, de l'autre ou dans l'axe. Là, on a Abdelli qui pourrait jouer en 10, on a Gouiri qui peut même jouer en 10 derrière Aubameyang. Bon, après, ça, nous, on n'est pas entraîneur, je veux dire, il est sans doute bien meilleur que nous sur ce côté-là. Nous, on peut analyser ce qu'il y a. Voilà, le profil des joueurs ne correspond pas exactement à ça, mais quand Sampaoli est arrivé aussi en 2021, après la crise de 2021, il a joué un peu dans ce schéma-là. C'était la seule bonne période de l'Irola à l'OM, et l'OM termine bien la saison dans une période où Jacques-Henri Hérault est parti, Andrés Villas-Boas est parti. Ça ressemble un petit peu à ça, donc on va voir ce que ça va donner. Mais Greenwood peut jouer partout, enfin il va pas jouer milieu défensif ou en défense, mais sur les postes offensifs il peut jouer partout, tant qu'il a pas énormément de travail défensif à faire et qu'on le met dans les meilleures conditions pour briller, donner des balles de but et marquer, ça ira, quoi. On a parlé d'Habib Beye, donc, qui est le nouvel entraîneur de l'OM. On va évidemment parler de Mehdi Benassia. Donc, le directeur du football était démissionnaire. On rappelle qu'il avait décidé de partir sans passer par cette direction, parce que ce n'est pas l'OM, justement, qui avait officialisé ce départ. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'est jamais parti, au final. Il est même le grand gagnant de ce nouvel épisode. L'OMC Dallas, Alex le dit, je le dis également, et Mehdi Benassia, donc, qui a intronisé Habib Beye. On a vu la photo, effectivement, avec le maillot 2027, et qui est conforté
par McCourt. C'est le grand gagnant de cette nouvelle crise. Ouais, parce que le nouveau rebondissement est arrivé ce dimanche après-midi, dimanche 15 février, un petit peu avant 14h, où Mehdi Benassia, sur ses réseaux à lui, pas via la communication de l'Olympique de Marseille, annonce la fin de sa collaboration avec l'Olympique de Marseille parce qu'il sent une tension autour de lui et dans le club, et il préfère se retirer pour pas justement être le problème de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est donc dimanche 15 février en début d'après-midi. Sauf que mardi après-midi, donc le 17 février, 48 heures plus tard, Franck McCourt, le propriétaire de l'OM, arrive à Marseille pour prendre une décision et surtout prendre ses responsabilités. Et c'est là que le communiqué de l'Olympique de Marseille sort pour dire que Mehdi Benassia va prolonger son préavis jusqu'à la fin de la saison pour s'occuper évidemment du sportif, et que Pablo Longoria aura un rôle de président beaucoup plus institutionnel au niveau national et international. Ce qui prouve donc que Franck McCourt prend ses décisions, que Mehdi Benassia est renforcé, qu'il reste donc, et que Pablo Longoria, lui, est, on va dire, fragilisé. Et d'ailleurs, selon les infos RMC Sport, à retrouver sur le site de rmcsport.fr, notamment via les articles de Flo Germain, Pablo Longoria est en discussion via l'intermédiaire de ses avocats pour quitter l'Olympique de Marseille. Effectivement, de toute façon, l'avenir de Longoria, à partir du moment où il est autant mis de côté dans ce communiqué de la part de McCourt, l'évidence, c'est qu'il se quitte assez rapidement. On va parler de Benassia, Alex. Alors, tu as tout vécu, toi, à l'Olympique de Marseille, mais on arrive quand même à être encore surpris avec ce club, c'est ça qui est beau. Mehdi Benassia, qui est finalement le grand gagnant. McCourt a décidé de faire confiance et de donner des responsabilités élargies à Mehdi Benassia, qui se retrouve maintenant en première ligne. Longoria était responsable, comme Benassia et comme De Zerbi, de ce qui s'était passé ces derniers mois. Là, c'est Mehdi Benassia qui a choisi Habib Beye et qui devra faire un bilan à l'issue de la saison, s'il part ou pas. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, on sait que ça peut largement changer d'ici là. Alors d'ici là, c'est assez simple à analyser. Si l'OM n'est pas sur le podium et l'OM ne gagne pas la Coupe de France, je pense que on partira sur une toute nouvelle page avec des nouveaux hommes partout. En revanche, si l'OM vient à gagner la Coupe de France ou vient à terminer troisième, je vois mal Franck McCourt ne pas dire à Mehdi Benassia de rester. Après, la question, c'est de savoir où se situe je ne vais pas les mots forts, mais où se situe la manigance pour pouvoir faire partir Pablo Longoria, parce qu'on le sait, nous on a été les premiers à l'écrire en janvier. Quand on l'a écrit, on s'est pris la foudre sur les réseaux sociaux. Vous cherchez les embrouilles, qu'est-ce que vous racontez, c'est une fake news. Non, les deux hommes s'entendaient plus, c'était pas, ça date du mois de décembre et même du mois de novembre. Il y avait des désaccords entre eux, ils n'arrivaient plus à travailler ensemble. Il se trouve quand même qu'il faut rendre à Mehdi Benassia ce qui lui appartient, c'est que c'est quand même lui qui a le plus bossé depuis des mois sur cette équipe-là. Donc il a travaillé. La version qu'on a aujourd'hui, c'est que Franck McCourt lui a demandé de rester et que Mehdi Benassia a dit ok, je peux rester, mais par contre je reste seul, je peux plus travailler avec Pablo Longoria. Voilà, c'est ce qui semble s'être passé. Après, il y a évidemment des gens qui nous racontent que tout était organisé pour pouvoir faire partir Mehdi Benassia. On saura peut-être jamais la vérité, comme dans l'histoire Rabiot. Il se trouve quand même que j'ai l'impression que Mehdi Benassia s'est un peu ridiculisé quand même en publiant ce communiqué sur ses réseaux sociaux le dimanche, si c'était une manigance, parce que quand même au final il sort pas grandi de cette histoire. Il aurait pu si c'est une manigance, il aurait pu tout simplement ne rien dire et attendre et dire à Franck McCourt, écoutez, moi je vais partir, mais si vous voulez je peux rester. Ah. Ça, c'est la censure. Ouais. C'est la connexion internet qui fait défaut. En tout cas, ce qu'on peut dire, parce que Mehdi Benassia, sur son avenir, avait été l'invité de l'After en décembre dernier, donc 2025. Et voici ce qu'il avait dit concernant le potentiel poste de président qu'il pourrait avoir à l'OM. Non, président, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Il n'y a que le terrain, Walid, qui me plaît. Le terrain. Quand je vois les journées que Pablo se tape directement, toutes les réunions, les machins, c'est pas mon truc, ça. Moi, j'aime bien le football, je meurs pour le foot, tu le sais très bien. C'est la seule chose qui m'intéresse, les joueurs, le rapport humain. Un petit peu moins le mercato, même si c'est obligatoire. Ah, t'aimes pas le mercato ? Non, je suis pas fan du mercato, moi. C'est pas la période qui me plaît le plus, pas du tout.
Alexandre Jacquin, on t'a retrouvé, t'as été censuré, tu étais en pleine explication. Mais j'ai eu un coup de fil, je suis désolé, ça a bloqué. Alors ce que j'expliquais, c'est que voilà, il faut pas non plus faire l'OM plus. Si c'était une manigance vraiment, peut-être qu'il aurait pas publié ce communiqué sur ses réseaux sociaux, parce que là quand même il passe pour quelqu'un qui change d'avis le dimanche pour revenir le mardi. Donc on verra la suite. Ce qui est sûr, c'est que eux, ils ne pouvaient plus travailler ensemble, ça c'est une certitude. Que Pablo Longoria est très très remonté contre Mehdi Benatia parce qu'il considère qu'il l'a trahi alors que c'est lui qui l'a fait venir à l'OM. Il n'a pas compris non plus, comme beaucoup d'ailleurs à Marseille, qu'il a été ciblé, qu'il était le seul ciblé, avec Franck McCourt, mais que dans le duo qu'il formait, qu'il a été le seul ciblé par les banderoles au stade, ça c'est vrai. Il n'a pas compris et il a du mal à le digérer, où il essaie de l'analyser. Il n'a pas compris non plus les tags devant la commanderie qui lui étaient destinés uniquement à lui. Voilà. Et donc le duo a éclaté en vol. C'était le duo de choc, le duo aligné, le pacte de Miami avec Roberto De Zerbi. Au final, c'est une histoire qui fait du mal à l'image de l'OM et du mal à l'image de Marseille, parce que voilà, et si on se replonge 8 mois en arrière, il y avait un projet de stabilité sur 3 ans qui était vendu, il y avait plusieurs grands joueurs, mais il y avait quand même un grand joueur de stature internationale qui représentait bien le club avec une belle histoire, avec la revanche après l'ancien Parisien qui vient à l'OM et qui quand même tire tout le monde vers le haut, c'est Adrien Rabiot. Et ben voilà, 8 mois après, il ne reste plus De Zerbi, il ne reste plus Pablo Longoria, il reste Mehdi Benatia qui est démissionnaire, dont on ne sait pas s'il va rester ou pas, mais il est démissionnaire, et on a Adrien Rabiot qui est à Milan et qui joue et qui se régale là-bas. Donc c'est quand même dramatique pour l'histoire de l'OM. Et moi je considère qu'il serait quand même temps que Franck McCourt se rende compte que ça fait 10 ans qu'il place des gens à la tête de l'OM, à la tête de son club, qui dilapide son argent. Alors on est à une estimation qui est à peu près à 700 millions d'euros qui se sont envolés dans des salaires colossaux donnés à des joueurs, des salaires démesurés, avec des transferts démesurés, avec des joueurs qu'on achète trop cher par rapport à leur valeur. Voilà, l'argent a été mal géré, voilà, tout simplement. Il faut être lucide. Si on fait le bilan des 10 années de Franck McCourt à l'OM, l'argent a été mal géré, et il serait temps quand même qu'ils repartent, qu'ils tirent un trait sur tout ça, et qui repartent d'une page blanche pour reconstruire un club, parce que quand même j'ai trouvé aussi que les banderoles pour Franck McCourt étaient très dures quand même, parce qu'on se rend pas compte, mais où serait l'OM s'il avait pas racheté le club en 2016, et si Margarita Louis-Dreyfus avait choisi Gérard Lopez. On voit où sont les Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Donc les supporters de l'OM, est-ce qu'ils seraient prêts à accepter un projet comme Strasbourg avec la multipropriété ? Non, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils seraient prêts à avoir un actionnaire qui n'aurait pas les fonds ? On a connu quand même Jack Kashkar qui est arrivé. Enfin, il y a un projet quand même sérieux. Il y a un actionnaire sérieux qui a des fonds et qui est solide et qui permet au club de vivre bien en Ligue 1. Même si évidemment, l'OM actuel ne pourra pas gagner la Ligue des Champions à moins d'un miracle. Mais c'est un projet. C'est un actionnaire sérieux, un propriétaire sérieux. Il est temps maintenant qu'ils mettent des gens. Je dis pas qu'ils étaient pas sérieux, mais qu'ils mettent des gens qui ne deviennent pas fous dès qu'ils arrivent à l'OM, quoi. Voilà, il faut savoir. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la conférence de presse d'Habib Beye quand il dit, voilà, il faut rester calme, il faut laisser passer l'orage, il faut laisser passer la tempête. C'est comme ça qu'à Marseille on pourra avoir de la stabilité. Si à la première crise on a, comme l'ont fait Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia et Pablo Longoria, des désaccords entre eux, on excite tout le monde. On s'excite contre la presse, on cherche les ennemis, on cherche la taupe, on cherche à éradiquer la maladie, on s'en sortira jamais. Il faut des gens sérieux et des gens calmes et des gens qui prennent de la hauteur dans ce club. Tu as totalement raison, Alex Jacquin, n'en déplaise à certains. On rappelle effectivement donc ça fera 10 ans cet automne qu'effectivement l'Américain McCourt a racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus, et sans McCourt, on ne sait pas effectivement où serait Marseille. Et du côté de Longoria, il est au club depuis juillet 2020. Il a eu plusieurs postes, on le rappelle. Mais Rémi, on est d'accord, il faut que ça s'arrête, parce que de toute façon, son poste aujourd'hui, c'est une coquille vide. Et de toute façon, la mésentente est totale avec Benassia. Benassia a été le grand gagnant des choix de l'Américain, donc maintenant l'Espagnol doit partir le plus rapidement possible. On voit mal une autre issue possible, malheureusement, pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que l'Olympique de Marseille se qualifie directement en Ligue des Champions et gagne si possible une Coupe de France, parce que ça ferait un premier titre depuis bien trop longtemps, malheureusement. Et surtout, ça permettrait de calmer toute cette, on va dire, tout ce bazar à l'Olympique de Marseille.
Alex, tu penses que ça peut se décanter dans combien de temps le départ de Longoria? Parce qu'on sait que là, ce sont des tractations actuellement entre son camp et le camp du propriétaire de l'Olympique de Marseille. Oui, après, il y a voilà, nous, quand on en a expliqué l'information hier, lui, il aimerait que ça aille vite. L'équipe explique ce matin justement aussi qu'il a son siège à la Ligue et que c'est pas évident aussi. Il y a ça qui entre en compte. Sauf que à la Ligue, le problème c'est que son siège, il ne l'occupait quasiment plus. C'est une question d'avocat. Ça peut durer plusieurs jours, ça peut durer plusieurs semaines. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a plus aucun pouvoir, qu'il ne retournera plus à la commanderie et qu'il attend que ça se finisse. Comme ça arrive, c'est comme dans toute entreprise où le directeur général s'en va. Voilà. Donc il y aura pas de président comme ça nommé du jour au lendemain la semaine prochaine. Hein. Ça va pas se passer comme ça. Je pense que Franck McCourt là, tout le monde est recentré dans le club là sur une espèce d'union sacrée dans le club autour d'Habib Beye en fait. C'est voilà, l'équipe, il faut que l'OM se qualifie en Ligue des Champions, il faut sauver ce qui peut l'être, c'est vital, je le redis bien, c'est vital économiquement pour l'avenir de l'OM, même si Franck McCourt est là, même s'il a les reins solides, mais il ne veut plus avoir à donner encore. L'OM doit se financer par des qualifications en Ligue des Champions chaque année, ce qui est aussi une cohérence sportive, parce que l'OM pas en Ligue des Champions, ce n'est pas normal. Donc c'est vital que l'environnement se calme, que tout se calme pour que ça aille un peu mieux et que l'OM finisse au moins troisième. Troisième, c'est encore jouable. La Coupe de France, ce serait un bonus parce que ça donne de la joie aux gens. Et les gens à Marseille ont besoin, dans un univers quand même compliqué, ne serait-ce qu'au niveau de la vie de tous les jours, au niveau économique, au niveau quand on voit tout ce qui se passe en France, les gens ont envie de rêver un peu. Il y a que l'OM à Marseille qui peut faire rêver comme ça une aventure avec une finale de Coupe de France. Ça redonnerait le sourire aux gens dans une période compliquée et ce serait bien pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup Alexandre Jacquin qui dirige le service des sports de la Provence d'avoir été notre invité. Et bon courage Alex. Bon courage Alex, on te Merci, lit en tout cas tous les jours et continue avec tes billets brillants que je lis avec grand plaisir. Merci beaucoup Rémi Dumont d'avoir été à nos côtés. Et si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Belle semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel After Marseille. RMC After Marseille.